Qui est candidat? Frédéric Martin, peut-être? Allez, ils t'ont laissé sortir, donc ça va. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que M. Martin soit notre secrétaire de séance? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc M. Martin est notre secrétaire de séance. Je voulais faire alors, le point aujourd'hui. On est donc, on va être 20, combien de votants? 32 votants. On est 24 présents et 8 procurations. Hein, les procurations, je peux vous les donner si on les a ou pas. Oui. Ouais, on les a plus. Vous les aurez dans la signature. Quand vous signerez le PV, il est marqué toutes les procurations. Allez, donc la désignation de secrétaire est réalisée. Vous avez un procès verbal du dernier conseil qui vous a été normalement communiqué. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès verbal? Pas d'observation. Donc qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Donc on l'adopte. Ensuite, vous avez toutes les décisions que j'ai prises ou que le bureau a prises. Ou que j'ai prises. Si, il y avait le bureau aussi. Hein, que le bureau a prises depuis le dernier conseil. Pour information, bien sûr. Est-ce qu'il y a des observations? Allez-y. Oui, juste une observation. J'ai vu qu'il y avait une question sur la protection fonctionnelle d'un agent. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Alors, protection fonctionnelle d'un agent, c'est quel... Ah oui, oui, donc on ne parle pas. On ne peut pas parler de situation individuelle. Hein. Donc, il y a apparemment un problème d'agression pendant son activité professionnelle, au cours de sa tournée. On ne peut pas donner son nom, mais c'est un agent qui a été agressé, qui a demandé d'être protégé, donc d'avoir recours à la protection fonctionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres observations là-dessus? Oui, Myriam. Juste, je voulais savoir qu'est-ce que c'est cette histoire de demande de coloration des centres-villes de Bellegarde et de Jonquière, c'est quoi? C'est dans le cadre de l'OPAH et RU. On avait demandé aux villes qui étaient retenues de voir, pour voir s'ils voulaient mettre en place une coloration spécifique, notamment quand on travaille sur les façades, sur les subventions de façade. Et donc il y a 2 communes qui se sont proposées. On avait normalement proposé à tout le monde, aux 3 communes, et donc on est en train de voir un petit peu qu'ils nous fassent un échéancier, et après il y a des périmètres renforcés, vous savez, comme vous avez écrit son règlement. Oui, mais il y a des périmètres après renforcés, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez définir sur l'intervention des façades, donc on est tous intervention de façade dans l'OPRU, hein, donc ceux qui sont dans l'OPRU. On a aujourd'hui une intervention communautaire, on a aujourd'hui des interventions municipales ou pas, parce que c'est les communes qui n'ont pas choisi de financer la rénovation des façades. Et ce qu'on souhaitait, il y a une coordination, une concertation qui a été réalisée entre DGS pour voir si vous étiez favorable à mettre en place un financement, notamment sur la rénovation des façades, pour qu'on demande aussi un financement à la région qui peut intervenir. Et donc pour que la région intervienne, il faut que la commune intervienne, mais il faut aussi que le PCI intervienne. Et au moins à 20%, je crois, de mémoire. Donc pour qu'elle puisse intervenir. Donc on est en train de travailler avec les services de la région pour avoir un règlement type à vous proposer. Et si vous êtes d'accord, bien sûr, si vous êtes d'accord, il n'y a pas d'obligation, hein, et si vous êtes d'accord, d'avoir une intervention qui soit, j'allais dire, unifiée, entre guillemets. Bien sûr, les communes sont libres, entre guillemets, de participer ou pas, et à la hauteur qu'elles le souhaitent. Et en plus de ces interventions, on peut mettre en place des périmètres, ce que je vais dire, des périmètres renforcés, c'est-à-dire sur certains périmètres, d'avoir une action un peu plus importante, ou de la CC et de la commune. Il faut d'abord que la commune le souhaite, que la commune participe plus au financement dans ces périmètres-là, et qu'ensuite la CC remettra un peu plus aussi. En gros, on dit entre 5 et 10% de plus sur ces périmètres-là. Je ne sais pas si vous voulez, par exemple, que vos centres, les rues principales de vos communes ou un parcours particulier, entre un point qu'il faut valoriser dans les communes, ben, on peut intervenir plus au niveau des subventions pour aider les particuliers à rénover leur façade. Voilà. Donc c'est dans cette étude-là, il y a 2 communes qui se sont postulées, Bellegarde et Beaucaire, pour avoir un nuancier, couleur, et pour voir une proposition de, comment ils appellent ça, c'est densification ou de saturation, de saturation de certaines couleurs sur des périmètres très déterminés. Voilà, mais ça c'est les communes qui décideront.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? Vous précisez, Beaucaire n'y est pas parce qu'ils sont soumis Mais au bâtiment de France. Beaucaire, de toute façon, oui, ils sont. Le périmètre de l'OPRU, c'est le périmètre bâtiment de France, donc on ne peut pas faire le nuancé comme qu'on souhaite dans ces périmètres-là. Donc s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, on peut considérer qu'on a, vous avez pour ta connaissance, toutes les décisions que nous avons prises et que j'ai prises et que nous avons prises en bureau. Ensuite, la première question à l'ordre du jour, c'est une modification des statuts du SCOT Stuttgart. Alors c'est une grosse modification parce que je crois que c'est l'adresse, hein, de mémoire. Hein. On passe du 1 au 3 ou du 3 au 1, on fait un truc comme ça, quoi. Du 1 au 3, voilà, du 1 au 3 rue du Colisée à Nîmes. On l'a baissé au SCOT, bien sûr. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on l'approuve. Ensuite, il y avait l'adhésion donc à la CBTA qu'il fallait formaliser maintenant, au groupement d'intérêt public Ma Santé, Ma Région. Vous savez, c'est pour avoir les médecins salariés de la région et nous, la mise à disposition des locaux et du secrétariat. Donc là, c'est la formalisation administrative de cette convention. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Allez-y. Oui, juste une observation sur cette délibération. Est-ce qu'on a, parce que c'est une adhésion pour 15 ans, alors j'ai vu qu'on pouvait sortir au bout d'un certain temps, il fallait 9 mois avant, il fallait que tout le monde donne son accord, etc. Donc c'est une adhésion pour 15 ans en gros. Est-ce qu'on a l'estimation des dépenses sur 15 ans, puisqu'on nous dit que en gros on paiera 30% à un tiers de dépenses? Est-ce qu'on a une estimation des dépenses ou pas encore? En fait, vous savez, aujourd'hui, le GIP il peut fonctionner avec même deux mi-temps médecins. J'espère qu'on en aura plus. Et ensuite, la région prend une grosse partie de la rémunération et nous, ce qu'on prend, c'est souvent les locaux, c'est-à-dire l'accueil des professionnels de santé et le secrétariat de ces professionnels. Donc en gros, si vous voulez, aujourd'hui, les locaux, on les a. C'est pas le fonctionnement qui va nous coûter plus cher si on met 2 ou 3 médecins de plus qu'aujourd'hui. On aura un peu plus de chauffage, bien sûr, un peu d'éclairage public. Mais, et le secrétariat, on mettra une secrétaire pour le GIP qui sera de 2. Moi, j'aimerais qu'on en ait 4, mais bon, entre le vouloir et le pouvoir et l'avoir, c'est difficile. Donc, je pense qu'on est en telle carence de médecins, vraiment, que si on arrivait à avoir 4 médecins pendant 15 ans, franchement, ce serait top. Alors ça va nous coûter parce que on va sortir là des subventions, vous savez, des participations qu'on donnait aux étudiants internes. Là. On en a 4 aujourd'hui. Ça nous coûtait quoi? Ça fait 32 ou 30. C'était 800 euros par mois. Voilà. 35 000 euros par an par médecin. Donc on va en sortir. Donc ces dépenses-là, elles vont être ramenées, si vous voulez, au GIP, par exemple. Donc on ne dépensera pas plus d'argent que ce qu'on dépense aujourd'hui, hein. Ça ne coûtera pas plus. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on en ait au moins 4, parce que je pense que Beaucaire en mérite au moins 2, et puis Fourques et Jonquière-Saint-Vincent, aujourd'hui sont aussi en carence forte. Je ne parle pas pour ma commune, parce que pour l'instant ça a l'air d'aller, même si on n'est pas à l'abri qu'un médecin prenne sa retraite, et qu'on se retrouve encore avec 100 médecins. Oui. Oui, mais ce qu'il y a décrit, c'est la contribution financière, pour couvrir un tiers des financements, mais pour contribuer à l'équilibre des charges et des produits, c'est-à-dire en bon français, entre ce que le médecin va nous coûter et ce qu'il va produire, c'est-à-dire ce qu'il va... Exactement, parce qu'on a des ressources. Il y aura des ressources, c'est-à-dire que, par exemple, la consultation, elle est encaissée par nous. Oui. Donc elle sera... pas par nous, elle sera encaissée par le GIP. Oui, par le GIP. La problématique a été abordée à la plénière à Montpellier et à Toulouse la semaine passée, et on a des exemples qui sont un petit peu alarmants. Par exemple, je retrouve, c'est dans la Saône-et-Loire, il y a un différentiel de 8 millions d'euros en négatif. Mais c'est le département, pour je le pense. département, oui, bien sûr. bien entendu. Mais il y a des départements qui ont fait le choix de salarier un paquet de médecins sur les territoires, notamment ruraux. Mais si on ramène après par unité, ça m'inquiète un petit peu. Mais je pense que la plus grande...
la part la plus importante, c'est la région. Nous, j'allais dire, quand je vous ai dit, on a 4 fois aujourd'hui 35 000 euros, tu m'as dit? Voilà. Donc, en tout 35 000. Donc, moi, c'est ce qu'on disait, ça va nous coûter, nous, entre 30 et 60 000 euros par an. Parce que nous, on va payer les locaux on les a. Donc, ça ne va pas nous coûter plus cher. On va payer un secrétariat, voire un remplaçant de secrétaire, parce que si jamais quand tu as maladie, etc., il faudra mettre en place un remplacement de secrétariat. Et puis les fluides, le consommable. Nous, franchement, en tout cas, vu la nécessité absolue qu'on a aujourd'hui de mettre en place des médecins, ça m'alarme pas plus que ça. Il y a des inquiétudes, notamment sur certaines collectivités qui sont parties en salariant des médecins, notamment un ou deux, qui se retrouvent dans des difficultés parce que quand le médecin n'est pas là, malade, ou quand la médecin est en congé maternité, ben, il faut payer le médecin et il n'y a aucune recette. Là, oui. Non, oui, il y a des petites communes, des petites communes que je connais, il y en a une qui est présidente d'une petite PCI dans le Haut-Hérault, qui a ça, et je sais que c'est très difficile. Donc avoir la caution aujourd'hui de passer par un GIP avec la région, c'est quand même un avantage pour nous, collectivité, considérable. Après, ben, il faut connaître les médecins, quoi. Voilà, après, il y a l'autre problématique, c'est que, bon, je veux bien comprendre, hein, les jeunes médecins ne veulent plus bosser comme faisaient nos anciens. Et la statistique nationale dit pour un médecin de notre génération, il en faut 2,5. Oui. Donc, il produit... Mais c'est déjà le cas, ça, M. Donata. Oui, je sais bien. C'est pas que les médecins salariés, ça. Non, mais chez les jeunes... oui, un peu moins chez les autres, quand même. Alors, en ce moment ce qui prouve à démontrer, c'est qu'ils sont 2,5 fois moins productifs qu'un médecin aujourd'hui. Alors après, est-ce qu'un médecin est productif? Quand est-ce qu'il est productif et quand est-ce qu'il est improductif? Moi, je pense qu'un médecin présent, il est obligatoirement productif. C'est-à-dire même s'il fait de la prévention, même s'il prend plus de temps, il est là, il assure du soin, il assure une permanence des soins qu'on a malheureusement pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle, hein, dans nos territoires, il y a des gens qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est comme... Non, mais je parle de nos territoires. Bon, après la France, c'est la France. Hein. Mais on n'est pas la Creuse, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans une telle urgence aujourd'hui que, vous savez, on peut s'alarmer tous les jours. Celui qui est le médecin qui sera malade, ben, ça sera le GIP qui devra le remplacer. Compliqué. Les collectivités qui s'engagent là-dessus, c'est comme ça. C'est comme si... moi, je jette pas la pierre aux médecins, parce que l'évolution a changé, on peut dire tout ce qu'on veut. On a besoin de médecins. Donc quand on met un dispositif où on essaye de recruter des médecins sur un territoire, je pense qu'il faut y aller. Bien sûr avec précaution, mais on a aujourd'hui quand même de l'expérience ici ou là où, en ayant la caution de la région, je ne m'inquiète pas beaucoup. Voilà. Vraiment. Monsieur Dumas. Oui, moi, Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on modifie l'article 2 et qu'on ajoute à la place d'autres antennes, on mette d'autres antennes pouvant être créées sur le territoire en fonction des besoins identifiés, on rajoute à Fourques dans les locaux municipaux existants correspondant aux besoins, vous ferez passer le texte, ou dans les locaux de la maison médicale privée. Voilà, parce que nous, ne pouvant pas construire, on n'a pas pu demander à la communauté de mettre en place une maison médicale intercommunale, donc de la communauté. Donc c'est un privé qui vient d'installer. Et dans cette maison médicale, il y a le pharmacien, kiné, voilà. Il manque que les docteurs. Voilà. Donc on est prêt à les accueillir. On a les locaux, soit dans le privé, soit dans un local municipal très approprié qui est juste à côté. Voilà. Donc je souhaite... Nous sommes candidats, voilà. De toute façon, on a candidaté pour le territoire, nous. Hein. Nous, on a candidaté pour l'ensemble du territoire, pour toutes les communes du territoire. Donc il n'y a pas de raison, on peut rajouter Fourques, bien entendu. De Toulouse. Après, il ne faut pas s'enfermer dans des localisations particulières, parce que si jamais on n'a pas les locaux, on les mettra ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas important d'avoir... Non mais c'est pas important d'avoir des locaux. Ce qui est important, c'est qu'on est candidaté pour le territoire et pour l'ensemble du territoire. On a candidaté, je rappelle, pour l'ensemble du territoire. C'est important de l'avoir à l'idée. C'est l'ensemble du territoire. On travaille pour l'ensemble du territoire. Oui, et ces antennes. Mais ces antennes, on peut rajouter, bien sûr, Fourques sans aucun problème. On rajoutera Fourques s'il n'y a aucun souci. On identifie une antenne. Oui, allez-y.
Oui, simplement, enfin, bon, vous nous avez un petit peu rassuré sur les projections, parce que c'est vrai que ce qui manquait dedans, c'était en gros une estimative des dépenses, puisqu'on part sur 15 ans, hein, on s'engage à peu près sur 15 ans. Donc là, en gros, ce que vous nous dites, c'est que c'est entre 30 et 60 000 euros par an, ce que vous estimez en reste à charge intercommunalité, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y a les recettes. Oui, oui. Il y a le prise en charge par région de 70%. Donc, et ensuite, nous c'est les locaux, le consommable, la mise à disposition d'un personnel de secrétariat qu'on doit fournir. Hein, oui, l'entretien des locaux, etc. Mais bon, pour tout ce qui est locaux au flux, on les a. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Après, il faudra mettre un secrétariat. Mais j'allais dire, si demain on a besoin de... J'en sais rien, moi, mais... je doute qu'on y arrive là, mais si on a besoin de 6 médecins, 7 médecins et que la région est d'accord, ça, le coût sera plus important, c'est évident. Mais aujourd'hui, on part sur un minima 2 médecins, un minima 2, et on a demandé au moins 4. Mais ça, c'est dans l'idéal. C'est-à-dire, on a fait la lettre au Père Noël, bientôt Noël, là. Si on avait 4 médecins, nous, par le biais de Ma Santé, Ma Région, ce serait top. Donc ça, pour 2 à 4 médecins, vous estimez entre 30 et 60 000 euros en gros. C'est-à-dire qu'on mettra une secrétaire qui sera dédiée à ça. Et comme disait M. Donada, aujourd'hui, les médecins font du 35 heures, mais c'est du 35 heures salarié. C'est pas le médecin qui arrive sur son cabinet à 7 heures du matin, qui part le soir à 20 heures et qui enchaîne les rendez-vous, et qui en fait 40. J'exagère quand je dis 40. Donc simplement, au vu de ces éléments chiffrés, parce que c'est ce qui nous manquait, donc on proposera un vote pour, au vu des éléments chiffrés que vous nous donnez là. Alors, je pense que c'est important, franchement, voter contre la contractualisation de médecins sur le territoire, ça me semble très compliqué. Vraiment. Sachant que la région a quand même des difficultés. Mais bien sûr qu'elle a des difficultés. Bien sûr qu'elle a des difficultés. Si elle n'avait pas de difficultés, ce serait grave. Enfin, si elle n'a pas de difficultés, ça veut dire que c'est compliqué. Si on aligne... les médecins, aujourd'hui, on ne les trouve pas sur le pied d'un cheval. Bon, on en a moins de chevaux, mais maintenant, mais bon. Antoine, Oui. une petite intervention là, sur le texte que propose Gilles Dumas. Est-ce que ça concerne les bâtiments communaux et privés ou simplement les bâtiments privés, ce que tu as ajouté? Oui. Non, mais c'est pas... Les locaux... Je vous en ai parlé, mais... Oui, non, mais de toute façon, les locaux, c'est à nous de les prendre. C'est pas compliqué. Ça peut être des locaux qui appartiennent à une mairie, mais ça peut être aussi des locaux que la communauté de communes louera, si c'est possible, pour faire une permanence. Si on n'a pas de locaux municipaux. En termes généraux, on en a, mais si on n'en a pas, on louera. Si on a besoin aujourd'hui sur un terrain... Moi, je ne dis pas, mais chez toi, c'est le public aussi. Chez toi, c'est public. Mais bon, après, aujourd'hui, je pense qu'il faut s'adapter. Le bien, c'est qu'il faut qu'on ait des médecins. Voilà, je pense que si on fait résumer, c'est que... Essayons d'avoir des médecins. Après, c'est pas gagné, mais essayons déjà de se positionner pour avoir des médecins. Et puis après, le reste, malheureusement, on peut pas faire. Oui, les locaux, on trouvera. Oui, Myriam. Le dispositif donc on avait là pour les internes, en 2023 on arrête alors, si je comprends bien? Non, j'ai pas dit qu'on arrête. J'ai dit qu'on allait arrêter. Non, j'ai pas dit qu'on allait arrêter. Si demain vous avez des internes qui veulent contractualiser avec nous, on contractualise. D'accord. Mais pour l'instant, on en a 4. Donc ils vont bien arriver à finir les études, les 4, à un moment donné. Ça va s'arrêter à un moment donné. On va faire pendant 20 ans des études. Sinon, alors là, si on les paye pendant 20 ans, c'est nous qui ne sommes pas bons. Ils en sont à quel stade là? Non, mais je sais qu'il y a 2 spécialistes là. Il y a 2 qui sont spécialisés. Donc qui ont pris une année de plus avec un internat supplémentaire. On va arriver entre 2000, je crois que là, cette année, il y en a 2 qui terminaient. Enfin, cette année, il y en a une qui finissait. Début d'année prochaine, il y en a une deuxième qui finit. C'est la dernière qu'on a recrutée là. Et ensuite, l'autre arrive en 2024-2025 pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Voilà. Mais si vous avez des internes, et je le dis à tout le monde, si vous avez des internes ou ceux qui vont devenir internes, qui habitent le territoire notamment, ou pas, qu'ils nous appellent, on contractualise. Aujourd'hui, il faut prendre tout ce qu'on peut. Donc on n'a pas arrêté, mais je dis comme on va, comme il y a 4 contrats qui s'arrêtent, aujourd'hui on paye. Donc c'est une dépense qu'on fait aujourd'hui qu'on ne fera pas demain, pour l'instant. C'est bon là-dessus? On n'a pas d'autres sollicitations. Dans un premier temps, il y a eu beaucoup de demandes, 3 ou 4. Et en ce moment, ça se ralentit un peu. Voilà.
Bah, disons que, vous savez, on est en concurrence sur tout le territoire. Hein. On n'est pas les seuls qui cherchent des médecins. Hein. Donc, du coup, on a été précurseurs. Et puis maintenant, ben, écoutez, maintenant, ben, les médecins, ils choisissent aussi là où ils vont s'installer, où ils veulent s'installer. C'est comme ça. Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Allez, on adopte, c'est bien. Ensuite, la question numéro 3, c'est l'adhésion à l'association Cleantech Valley. Alors, Cleantech Valley, c'est monsieur le directeur, il présentera mieux que moi, mais c'est une association qui est aujourd'hui sur 2 territoires, c'est-à-dire la communauté de communes du Pont du Gard, notamment pour Aramon, et l'agglo du Gard-Audanien. Hein, c'était les 2 territoires aujourd'hui qui sont adhérents de ce Cleantech Valley. La Cleantech Valley, c'est une association en fait d'entreprises et de collectivités qui travaille à la mise à la recherche, mais à la recherche de quoi, comment j'allais dire ça, à l'éclosion de nouvelles entreprises, de nouveaux procédés. En même temps, ça permet aux entreprises de se retrouver entre elles, de travailler entre elles, d'être des, j'allais dire, je dis souvent, on est dans le domaine de la santé là, d'être des prescripteurs les uns des autres. Et du coup, d'ailleurs, j'ai fait une première réunion et on a été invité à une première réunion là sur le territoire. Et j'ai vu qu'il y avait notamment le directeur de l'usine Ciment Calcia, de la cimenterie. Je dis Ciment Calcia, ça a changé sûrement, de la cimenterie, qui est allé à cette réunion, qui était enchanté. C'est là où les grandes entreprises se regroupent. Et c'est des incubateurs. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, monsieur le directeur. C'est aussi, ils mettent en place des petites start-up. Et ils associent des incubateurs, c'est un peu comme un incubateur et de start-up, voilà, qui peuvent travailler pour les entreprises de notre territoire et d'ailleurs. Donc je trouve que c'est intéressant qu'on y adhère. Alors c'est une adhésion qui n'est pas gratuite, hein, puisque c'est un effort que l'on fait aussi pour le monde économique. Hein, mais je rappelle que le monde économique, c'est aussi eux qui nous font, qui participent à la collectivité que nous sommes. Hein. Donc c'est un peu rendre aussi à l'éco ce que l'éco nous donne. Hein. Alors je crois que c'est combien, 17 000 euros, non? 17 000 euros, voilà, 17 000 euros pour l'année 2023. Donc c'est une cotisation de notre communauté de communes. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Oui, simplement, bon, on n'est pas convaincu de l'utilité réelle de ce Cleantech Valley, surtout qu'il est sur 2 territoires jusqu'à présent, donc avec nous 3, mais enfin ça reste très restreint et c'est avoir des actions que sur ces 3 territoires et nous demander 17 000 euros par an en retour, on trouve que c'est une adhésion qui n'est pas, qui est assez chère pour aujourd'hui des résultats qui ne sont pas vraiment démontrés ou explicités, donc on votera contre. Bon, écoutez, il y a beaucoup de startups qui ont été créées dans le cadre de cette Cleantech Valley là. On a eu des références là, pas mal de jeunes chercheurs aussi qui viennent dans les groupes, notamment en chimie et industrie de nos territoires. Donc c'est important et à un moment où on veut soutenir l'industrie de notre pays, hein, je vois notamment la labellisation de la cimenterie, j'en parlais tout à l'heure, avec le fonds, une partie du fonds vert. Je trouve que c'est important que son territoire aussi, qui est un territoire industriel, c'est pas qu'un territoire de service, territoire de Beaucaire, terre d'Argence. Il faut vraiment qu'on soutienne notre industrie, et ça fait partie un petit peu de ce soutien à l'industrie de notre territoire. Voilà. Mais après, chacun est libre, bien sûr, de voir les choses comme il l'entend. Après, on l'entend, mais c'est vrai que voilà, nous, on nous demande à voir des choses. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose sur le territoire de Bagnoles et autres. Et quant à Ciment Calcia, ils existaient avant que cette association se crée. Hein, donc, bien sûr, voilà, bien sûr, mais il faut aussi... Non, mais c'est pas ça, je dis. C'est-à-dire que ça peut aussi... ils sont très intéressés par cette association et par cette démarche-là, parce qu'il va falloir mettre en place... ils commencent à mettre en place des process, à calculer sur des procédures aujourd'hui pour mettre en place un nouveau process de la fabrication du ciment dans ce monde de décarbonation et du traitement de l'environnement qu'on doit aujourd'hui de toute façon avoir avec des yeux différents que ceux qu'on avait ultérieurement. Donc ça peut permettre aussi à des gens de venir sur nos territoires, de travailler,
de rechercher aujourd'hui des mesures innovantes qui concernent nos entreprises industrielles de notre communauté de communes. Voilà. Alors, qui est contre cette... qui s'abstient? Donc, on approuve cette adhésion. Ensuite, on a un contrat de partenariat avec la CNR concernant l'aménagement de la véloroute via Rona entre Beaucaire et Fourques qui a commencé. Hein, pour ceux qui ont pu peut-être la voir, elle a commencé à être aménagée. Elle a commencé par Fourques, hein, puisqu'on est en train de finaliser toutes les procédures administratives ici ou là, notamment des conventions avec justement la CNR. Et encore un petit tronçon sur VNF pour essayer de formaliser complètement l'ensemble du tracé entre le port de Beaucaire et le futur port de Fourques. Donc ça permet, enfin cette convention, on permet à la CNR de financer cette opération pour un montant de 200 000 €, avec un acompte qui vous est fourni, hein, un acompte de versement suivant le calendrier. Bon, je trouve que c'est bien que la CNR participe à notre investissement. C'est rare pour le souligner. J'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas, de partenariat avec cette belle entreprise. Monsieur Donada. Oui, si je compte bien 13,33, en fait, ça nous ferait un montant de 1,5 million de travaux pour la Via Rona. Non, parce que je crois que... Bon, il y en a une partie qui est faite, mais bon. Voilà, c'est ça. Ouais, mais en fait, au total, ça fait ça. C'est ça. Non, mais elle coûte plus cher que ça. D'ailleurs, on a un avenant en moins-value là, qui est dans l'ordre du jour, hein, puisqu'on passe, je crois, de 2 millions 150 à moins de 200 000 € quasiment. On passe sous les 2 millions d'euros, hein, je crois. On reste à 2 millions. On reste à 2 millions. Enfin, on garde à 2 millions, mais on a une moins-value après. Mais en gros, aujourd'hui, le budget aujourd'hui, c'était 2 millions d'euros. En gros, aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qui financent et des choses qui ne financent pas. Oui, parce qu'on a vu à la région maintenant, on peut financer les VIA avec de la coquille d'huître qui a été concassée et compagnie. Et à 7, ils ont des prix qui défient toute concurrence, par exemple. Alors c'est sûr que Colas ne doit pas aimer, mais bon. Bon. On verra le plan de financement, mais on a eu vraiment une bonne surprise là. Une très bonne surprise sur ce tronçon de 14 km et demi, je crois, de mémoire. Le fonds FEDER, l'Europe, qui pour ce projet de voie verte est porté par la région Rhône-Alpes, on est passé d'une estimation à 200 000 € de subvention. Après, on m'a dit, ils acceptent 300, et on va avoir 677 000 €. Donc, on va faire une belle opération encore là, sur ces voies douces. Vraiment, je trouve que, d'abord, je remercie les services parce qu'ils tiennent les pieds chauds aux services respectifs des collectivités, et c'est important d'avoir des discussions et des approches, ils travaillent. Non, c'est important, et donc ça veut dire que c'est encore un équipement qui nous coûtera pas cher dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Quand on fait 15 km de voie, ça ne coûtera pas cher, mais je crois que ça nous a coûté pas moins de 400 000 € le Bellegarde, Beaucaire-Bellegarde, moins de 400 à la communauté commune, je parle, hein. Moins de 400 000 €, et là je pense qu'on sera au-dessous des 500 000 €, autour des 500 000 €. Donc quand je vois les prix des voies vertes qu'investit notamment le département, j'ai dit aujourd'hui à un des vice-présidents, j'ai dit, purée, chez nous, on pense, vous avez gagné du pognon, hein. Quand je vois des 3 à 4 millions d'euros investis par le département, alors que nous, écoutez, pour 500 000 €, voire moins de 400, on fait des dizaines de kilomètres. Voilà. Donc c'était vraiment un bel investissement. Ça permettra de mailler encore plus notre territoire sur les voies de communication douce, et je pense que c'est très bien pour nous. Je rappelle que c'est la colonne vertébrale entre Genève et Port-Saint-Louis-du-Rhône, puisque c'est ça la Via Rona, tout le reste étant des bretelles, des liaisons et autres. Donc il ne fallait pas que notre territoire se trouve hors jeu, parce que de l'autre côté, Tarascon-Arles, c'est fait, hein, donc j'y ai participé aussi, et c'était très important qu'on ait exactement l'équivalent côté gare. Sinon, tous les prospectus pour le futur auraient dit, si vous descendez dans le Midi, prenez Tarascon-Arles. Et nous, on serait resté à côté. On s'est assez battu là-dessus. Et aujourd'hui, on a deux atouts par rapport à nos voisins d'Arles, donc voisins Tarascon et Arles, c'est qu'on a nourri
depuis très longtemps ce parcours-là d'immeubles remarquables. Je pense à la chapelle de Saugean, je pense à un certain nombre de choses que nous avons portées avec l'Europe, avec le département. Voilà. Et le deuxième, c'est que sur les digues, et on s'est battu pour que le CIMADREM nous y autorise, c'était pas, au début, c'était pas gagné du tout. Sur les digues, on a un point de vue magnifique pour les gens qui viendront faire du vélo là-dessus, donc du cyclotourisme. Voilà. Et tandis que de l'autre côté, je l'ai fait déjà, on voit rien. Voilà, on longe une voie de chemin de fer. Peut-être que dans 50 ans, les chemins de fer, on ne les utilisera plus, on sera transporté par des piles électriques, chacun d'entre nous, et que là, on aura un plaisir fou à voir ce qu'était une Micheline, un train, etc. Aujourd'hui, il vaut mieux être du côté du Gard quand ça sera terminé qu'au côté Bouches-du-Rhône. Voilà, on a un atout paysagiste plus important, voilà, à mon avis. Bon, le directeur m'a dit tout à l'heure, Gilles, la Via Rona, c'est nous. C'est pas Tarascon, c'est bien de notre côté. Je sais, mais on s'est battu. Il fallait se battre. Il fallait la faire. Ce qu'on a fait, elle basculait de l'autre côté. Allez. Alors, sur cette délibération, qui est contre cette proposition de convention avec le CNR? Qui s'abstient? On adopte. La question numéro 5, c'est encore une convention avec le CNR qui concerne là l'embranchement ferroviaire du site industriel de notre zone industrielle de Missia, à Beaucaire. Donc ça, c'est aussi un financement, hein, puisque nous finançons, je crois, à parité, c'est ça, hein? C'est ça. À parité avec la CNR. On finance à la place des entreprises, hein, parce que c'était les entreprises qui participaient, et là maintenant c'est nous qui participons avec la CNR. Je crois que c'est 54 390 € que va nous financer la CNR. Voilà. C'est important, c'est-à-dire qu'on reste encore embranché avec une liaison ferroviaire sur nos sites industriels. Voilà, donc je partage le suivi de cette affaire avec M. Camaillon, en alter ego. On le suit de très près. Et donc c'est la CNR qui est notre pilote, donc qui est maître d'œuvre de la chose. Donc on a réhabilité tous les rails très anciens qui étaient en mauvais état pour pouvoir donc utiliser le train dans cette zone. Et ça lui donne un atout supplémentaire très très important. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? Alors on passe aux voix. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte. La question numéro 6 concerne la modification du fonds de concours concernant le pôle d'échange multimodal de Beaucaire. Donc au vu des travaux et des aménagements, hein, puisque nous avions délibéré, tout le programme n'était pas connu, les appels d'offres n'étaient pas connus, on se propose bien sûr de garder la même philosophie de notre intervention, c'est-à-dire 50% du coût résiduel à parité avec la commune, hein, après déduction de la région là-dessus. Donc ce qui fait pour nous un montant de 563 391,77 €, c'est ça? Ah, c'est pas ça? Ah, je me disais aussi, ça c'était avant. C'est bien, vous suivez, ça va, vous suivez. Donc avant c'était 563 000, et maintenant c'est 718 480,59. Vous êtes sûr du 59? Alors, moi j'ai refait les calculs. 59. Le tableau est bon. Monsieur le directeur, j'ai refait les calculs. Le coût total étant de 3 336 836, je vous passe les centimes. La région abondant pour 1 628 392. Il reste donc à partager la somme de 1 708 444. Si je le divise en deux, 50% c'est par deux. Il faudrait qu'on donne 749 222. Je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. Il manque pas ça le calcul. Il manque les 210 000 € de Le l'État. calcul est plus sophistiqué. Il manque aussi l'État qui a apporté 210 000 €. 210 000 € de l'État. Ça, Et ce fait que la région ne finance pas tous les postes. Exactement. Il y a 60 ou 70 000 € de dépenses non subventionnables Voilà. par la région et donc par l'ACC. Donc c'est un savant mélange entre Moi, les j'ai trois. suivi- D'où les 2,59 qui arrivent à fin de Tu vois, tableau. quand je dis si on est sur du 59, c'est qu'il faut toujours J'ai suivi le raisonnement, toujours le j'ai fait détail. les calculs. Donc là, sur le projet, pour faire court, donc c'est un projet qui est important évidemment pour le territoire et je remercie la commune, cette commune de s'y associer et de subventionner ce projet parce que c'est la première image aussi que certains ont du territoire quand ils arrivent par le train, hein, ils arrivent par la gare de Beaucaire, donc
c'est ce qu'ils verront en premier. Donc c'était important de refaire ce lieu. Alors ça n'appartient pas à la commune évidemment, mais bon, pour autant il faut que les collectivités locales créent l'impulsion, parce que sinon ça bouge pas. Donc ce sont souvent les communautés de communes maintenant qui dynamisent pour que ça bouge. Et donc sur ce dossier-là, effectivement, il y a eu des améliorations apportées, notamment la SNCF qui ne voulait pas au départ 2 ascenseurs et qui finalement est d'accord sur un ascenseur de chaque côté, parce qu'ils ont vu les pentes effectivement, ils ont fini par comprendre que c'était nécessaire des 2 côtés, donc également le coût des matériaux qui a augmenté donc ces derniers mois, depuis 1 an, il y a une hausse importante des coûts des matériaux. Donc la région doit délibérer là au mois de décembre pour délibérer à 50%, l'État 210 000 €, et donc la communauté de communes et la commune à peu près 22% chacune donc sur ce dossier. Donc, et les travaux vont démarrer avant la fin de l'année. Et donc, Monsieur le Président, vous serez évidemment invité pour le lancement des travaux avec un représentant de la région et de l'État prochainement. Non, c'est un beau projet. Et puis quand on connaît la gare dans l'état dans lequel elle se trouvait, je veux dire, on parlait de porte d'entrée. Oui. Je sais pas si c'était vraiment une porte, moi. Mais bon, donc ça veut dire, non, là, vraiment, c'est indispensable aujourd'hui. Et peut-être que le train aussi va devenir aussi un moyen de déplacement de nos concitoyens un peu plus accessible aussi. Et quand c'est toujours agréable, c'est mieux. Et bon, en tout cas, c'est un beau projet, c'est un projet du territoire, c'est un projet sur lequel nos collectivités nous sommes associés. Et c'est bien que ce PEM se réalise sur notre territoire et sur la commune de Beaucaire. En tout cas, c'est un beau projet et qu'il faudra aller porter jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, adopté. Ensuite, nous allons faire quelques décisions modificatives. Alors, la première, elle est très importante. C'est 1 €. C'est la clôture des exercices, donc excusez-nous, excusez les services, mais ils sont en train de toiletter tout ça et d'essayer de tomber juste en fin d'année. Donc la première, voilà, c'est la ZI de Broussan, vous voyez, c'est 1 €. Donc vous avez les tableaux, 1 € en moins, 1 € en plus. Donc on met 1 € de plus en dépenses sur ce budget de zone d'activité de Broussan. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on adopte. Ensuite, on a sur le budget de la zone industrielle de Domitia. Ça monte, maintenant c'est 500 € pour clôturer l'année. On met 500 € de plus pour les intérêts. On me dit c'est pour les intérêts. Voilà, est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. Ensuite, on a une décision modificative sur le très haut débit, qui elle est un peu plus, mais bon, c'est une ventilation en fait. Vous voyez, c'est une ventilation. On enlève 2230 € aux frais de documentation qu'on met sur personnel extérieur. Vous savez qu'on a un service mutualisé avec la Claude Nîmes là-dessus, donc sur le très haut débit. Donc c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. Ensuite, on a une décision modificative sur le budget de l'Office de tourisme qui lui a été approuvé, bien sûr, avant ce conseil, par le conseil d'exploitation de l'Office de tourisme. Vous avez des ventilations pour arriver sur nos pattes. Je ne vais pas vous faire, à moins que vous ayez besoin d'explications là-dessus sur ça. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Il n'y a pas d'observation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Abstention? C'est bon. Donc approuvé. Ensuite, on a une décision modificative sur les ports, là aussi, c'est de 13 300 € pour finir l'année, pour ventiler, c'est des ventilations. On a des recettes supplémentaires, donc on les ventile en dépenses. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Il n'y a pas d'observation? Oui. Au port, Je découpe. Il est floqué d'ailleurs, il est floqué port de plaisance. Ah, c'est celui qui a les... Il est floqué. Enfin, il y en a plusieurs qui sont floqués, mais celui-là, il est floqué. Et en plus, il y a écrit port. S'il n'y a pas d'autre observation qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc elle est adoptée. Et ensuite, nous avons une décision modificative du budget.
Donc, alors, est-ce qu'il y a des observations? C'est 50 000 euros, hein, c'est pas en fonctionnement, et 54 500 € en investissement. Donc vous voyez, on rajoute des crédits, notamment sur l'investissement, hein, je vois c'est le plus gros montant, hein, sur le pôle multimodal, on vient de le voter. On a mis des crédits sur la mise en valeur de l'abbaye Saint-Roman, que je tiens ici publiquement à remercier les équipes du patrimoine de la communauté de communes d'avoir, et de la communication, excusez-moi de vous avoir oublié, et de la communication d'avoir organisé de main de maître ce colloque, et vous remercier, monsieur le maire, personnellement, de nous avoir mis à disposition l'auditorium et d'avoir été présent avec Myriam Nesty et des élus de votre commune pour ce colloque, qui était vraiment un colloque de bonne tenue. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens y participer, parce que c'était très intéressant. J'ai vu qu'il y avait des élus, d'ailleurs, de toutes les communes qui ont participé à ce colloque, et je trouve que c'était bien, mais en tout cas, voilà, on a mis des crédits sur la mise en valeur de Saint-Roman, mais avant de mettre des crédits sur Saint-Roman, il faut passer par le programme collectif de recherche, le colloque, la restitution, la vulgarisation. On a été accompagné bien sûr par les services de l'État, de la DRAC. Et là ensuite on va maintenant contractualiser avec un architecte de bâtiment de France pour mettre en place le programme de sécurisation et d'amélioration de l'abbaye de Saint-Roman. Mais bon, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui était nécessaire. Oui, j'ai conclu le colloque en disant que depuis que la communauté de communes existe, depuis 2020, c'est l'événement qui a réuni des gens de la plus grande notoriété qu'on ait jamais fait à la communauté de communes. J'ai mis en balance l'économie, le sportif et autres. Il y avait des gens de très très haut niveau, notamment par exemple la personne, le savant français que les Italiens ont autorisé à fouiller les catacombes de Rome. Voilà, donc ça vous donne, il n'était pas le seul, d'autres étaient équivalents à ses connaissances. Donc là, merci à tous nos administratifs d'avoir organisé un colloque d'une telle tenue. Je crois que c'est le ticket d'entrée pour que l'abbaye de Saint-Roman soit maintenant mise au niveau qu'on lui doit. Voilà. Je rappelle, elle est unique en France. Des châteaux comme Beaucaire ou comme Fourques, il y en a presque 300 en France, donc on n'est pas les seuls. Mais l'abbaye de Saint-Roman, elle est unique. Voilà. Montmajour, par exemple, à côté, a quelques tombes. En Bretagne, il y a des abbayes avec quelques tombes souterraines, le long de la Loire aussi, mais aussi belles que celle de Saint-Roman. Et ce qui a été intéressant, c'est que le colloque retraçait Saint-Roman architecture dans les choses de son temps, c'est-à-dire tout ce qui touchait au monocaïsme, tout ce qui touchait aux recherches, à la technique des recherches, aujourd'hui les plus grandes recherches à la pointe. Voilà, donc ils ont replacé, d'où l'importance des gens qui sont venus de Paris, de Rennes, un peu de partout. Voilà. C'est un colloque qui honore, je pense, tous les gens de notre communauté. Voilà. Voilà. Bon, après, les recettes, vous avez vu les recettes, il y a des subventions hein, qu'on a positionnées. Celle, par exemple, que je viens de vous parler tout à l'heure du FEDER de l'Europe, elle n'est pas positionnée. On la positionnera au budget primitif de 2023, hein, donc même si on a reçu la notification. Et vous voyez qu'on on fait moins d'emprunts que ce qui était prévu, parce qu'on fait moins de 131 000 euros à 700 d'emprunts. Bon, voilà, c'est une petite décision modificative, mais qui est nécessaire pour clôturer convenablement l'exercice budgétaire de 2022. S'il n'y a pas d'autres observations, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc on adopte. Ensuite, la tarification porte-plaisance. C'est là où là, on va être un petit peu dans la galère, parce que malheureusement tout augmente et on est un peu dans la ratière. Hein? C'est ça, hein? C'est la 13, là, on est bien la 13, je ne me trompe pas. Ah bon, je croyais que je ne suivais pas. Moi. C'est bien la tarification des ports, professionnels et particuliers. Donc là-dessus, on vous propose malheureusement d'augmenter... Alors, quand est-ce qu'on a augmenté la tarification? 2018. Depuis 2018, on n'a pas augmenté la tarification. Bon, c'est bien. Donc là, malheureusement, aujourd'hui, il faut qu'on détermine. Moi, minimum, il faut qu'on fasse 6. Parce qu'aujourd'hui, l'inflation, il est à 6,9. Donc, par rapport aux critères, ou on fait 6 ou on fait 7. Moi, je suis ouvert
ouvert à la discussion, mais c'est le minimum du minimum au vu des prix. Et d'ailleurs, l'énergie, qui est la délibération suivante, je vous avais dit qu'on informerait les gens. Hein, j'ai écrit à tous nos, je ne dis pas nos locataires, mais... Non, tu me fais pour la suivante. Oui, L'électricité. oui, pour l'électricité. Oui, pour la suivante, c'est ce que je dis. Alors, j'appelle ça nos locataires, mais pour tous ceux qui sont installés sur nos installations, je leur ai écrit qu'à partir de l'année prochaine, les tarifs de l'électricité, ben, ils allaient un peu grimper, donc avec le niveau qu'on connaît aujourd'hui, et en leur disant que s'il y avait un poste qu'il fallait qu'ils fassent attention, c'est bien là, parce que là, on les refacture à la consommation réelle, quoi. Donc du coup, on fait pas du bénéfice, mais donc je leur ai dit de vraiment faire attention, notamment sur les chauffages d'appoint, etc., sur l'utilisation de l'énergie, quoi. Vraiment. Voilà. Sur la première délibération, restons sur la première, c'est l'augmentation des tarifs. Bon, oui, donc enfin voilà, on va pas faire de démagogie, hein, donc enfin voilà, autant sur l'électricité, évidemment, bon, on peut entendre qu'il y ait une évolution, puisque l'évolution, on va l'avoir en tant que collectivité, donc évidemment, on va pas faire de l'électricité gratuite, donc on peut tout à fait l'entendre. La question, enfin, je poserai une question tout à l'heure sur l'électricité qui sera de savoir s'ils peuvent créer des compteurs individuels ou pas, puisqu'ils auraient peut-être plus intérêt qu'à payer. Mais c'est trop cher. Bon. Parce que le problème, c'est que par exemple, chez vous, à Beaucaire, par exemple, sur notre territoire de Beaucaire, il va falloir qu'ils fassent un devis à Enedis pour le branchement. Ah ouais. Si le branchement il est à 30, plus de je sais pas combien de mètres là, il paye tout. Travaux de terrassement compris. Je rappelle qu'on a du béton désactivé, vous avez de la voirie, on a donc je pense que malheureusement, pour eux, ceux qui ne sont pas... Il y en a certains, hein, notamment les professionnels, qui ont des abonnements électriques particuliers oui. sur nos équipements. Hein. Les bateaux aussi. Les gros bateaux, tout ce qui est gros bateaux, bateaux, etc. Mais pour les petits aujourd'hui, c'est trop cher pour eux. Ouais. Parce qu'ils vont payer entre 3 et 15 000 ou 20 000 euros pour se brancher. Donc pour amortir leur énergie... Tout à l'heure, on disait le 15 ans de ma santé, ma région, hein, il en faut un petit peu beaucoup quand même. Donc voilà, donc je pense que malheureusement, j'espère qu'on aura de bonnes surprises, qu'on répercutera ensuite aux gens, mais pour l'instant, au vu des dispositions aujourd'hui réglementaires qui existent, je ne vois pas comment on peut y passer. Sur l'augmentation, même sur l'augmentation des anneaux, des emplacements, on n'a pas augmenté depuis 2018, c'est une volonté, parce que c'est vrai qu'on passe de crise en crise, etc. Mais bon, à un moment donné, nous, notre personnel, il a été augmenté, comme personnel de toutes nos collectivités. Nos denrées, le fuel ont été augmenté. Toutes nos interventions, elles coûtent plus cher que ce qu'elles coûtaient, ne serait-ce que l'année dernière. Donc là, je pense qu'il faut maintenant faire un effort. On ne peut pas non plus demander toujours aux mêmes de faire des efforts. Et c'est des locataires chez nous. Alors c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont des habitants, entre guillemets. Ils habitent l'année, c'est-à-dire que c'est un peu dévoyé. On croit que c'est des anneaux portuaires, mais déjà c'est leur habitation principale. Voilà. Donc, mais bon, c'est aussi leur loyer. C'est un peu leur loyer. Et le loyer, quand vous avez des biens à louer aujourd'hui, vous augmentez le loyer, malheureusement. Il ne peut pas faire autrement qu'augmenter le loyer. Parce que vous avez des frais annexes. Alors, ils ne payent pas de taxe d'habitation, ils ne payent pas de taxe foncière. Là aussi, il faut aussi relativiser les choses, parce que parfois... Mais voilà, donc je pense qu'il faut... On peut pas aujourd'hui financer tout le temps. Donc on a fait un effort, et c'est bien de l'avoir fait depuis 2018. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse ça, quoi. L'inflation, quoi. On ne peut pas faire différemment. Mais en 2021 22 on n'a pas monté parce que l'église était fermée. Oui, en plus, bien sûr. C'est normal, c'est normal. C'était légitime d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on passe d'événement en événement et que malheureusement, tous les autres foyers... eux, ils augmentent. Hein. Donc, moi, je dis que alors, moi, c'est pas grave, mais parce que moi, je peux. Mais une personne aujourd'hui, un salarié aujourd'hui, quand il va travailler, son essence, il la paye. Hein. Et il paye plus cher que ce qu'il payait il y a 2 ans. Hein. Quand il va acheter son petit panier de denrées, il paye plus cher que ce qu'il payait il y a 2 ans. Donc, il faut que l'effort soit réparti partout. Bon, on n'est pas excessif. Je pense que c'est raisonnable de faire l'inflation. Voilà.
S'ils avaient écouté notre débat d'orientation budgétaire, tous ces gens qui habitent sur les ports, ils sauraient que c'est ce que j'avais proposé. Je le rappelle. Je rappelle que l'État, à cette époque-là, nous avait fait savoir que l'inflation serait de 1,50 et je me suis moqué de l'État en disant non, elle sera de plus de 5 et j'avais visé 6. Vous voyez, donc je suis en dessous de l'inflation. Donc s'ils ont suivi les débats de la communauté, ils auront été avertis, ils auront donc provisionné les sommes nécessaires depuis le mois de février. Voilà. Je plaisantais évidemment. Mais c'était moi ce que je fais. Alors, combien on fait, monsieur le directeur? Ah ben lui, je demande à lui. 17, c'est minimum parce qu'on est obligé pour l'instant de recourir à des subventions d'équilibre du budget principal qui ne sont pas tolérées en temps normal. Donc 6-7, c'est bien le minimum. On a serré tout ce qu'on pouvait. C'est le choix entre les deux. 7, c'est un petit peu plus. C'est pas grand-chose. Allez, je vous pose 6%. Donc la délibération, on va dire que ce sera 6%. Alors, qui est contre? Voilà, comme ça, on ne va pas y passer la nuit. Qui s'abstient? De toute façon, il faut le faire. Il faut bien être gestionnaire des deniers publics, malheureusement. Allez, donc sur les tarifs d'électricité. Donc là, pareil, hein, on rappelle la tarification et on donne les nouveaux tarifs, c'est ça? Hein, monsieur le directeur? Oui, oui. Voilà, on en a déjà parlé. Hein, c'est pas compliqué. Ça, Simplement un mot là-dessus. Là, on votera pas contre parce que, évidemment, les collectivités sont impactées. Donc là, vous répercutez simplement les coûts que vous allez payer, vous et la communauté de communes. Donc voilà. Mais je voulais simplement dire un mot en quelques instants sur cette hausse des dépenses énergétiques plus largement, parce qu'elle va impacter évidemment les gens qui sont sur le port, mais elle impacte les collectivités. Et on est très très inquiet en tant que maire, et j'imagine en tant que président de l'intercommunalité, des impacts que ça va avoir sur nos budgets 2023 et 2024, etc. Et moi, je trouve scandaleux que l'État ne fasse pas un bouclier vis-à-vis des communes, parce qu'on a quand même un bouclier qui existe vis-à-vis des particuliers, qui a été quand même maintenu, mais aujourd'hui on a des communes qui vont se retrouver en situation de faillite, mais réellement en situation de faillite, parce que, enfin, on prend des exemples de communes, il y a des communes qui ont 1 million d'euros ou 2 millions d'euros de plus de dépenses d'énergie l'année prochaine par rapport à cette année, sans consommer plus. Donc c'est énorme, et je crois que le gouvernement ne se rend pas compte de la faillite, parce que soit des services publics vont fermer, c'est le cas de certaines piscines, soit on va avoir des tarifs publics qui vont augmenter, ou alors j'ai vu des maires qui rapatriaient des écoles dans d'autres écoles pour fermer certains bâtiments scolaires parce qu'ils n'ont pas les moyens. Dans les cantines, certains n'ont plus de dessert dans certaines communes. Enfin, tout ça, c'est le fruit de l'énergie aussi, notamment. Et voilà, moi je suis assez inquiet de ça, donc je sais que vous êtes mobilisés aussi, comme le sont l'ensemble des maires sur ces sujets, mais je ne comprends pas que le gouvernement reste sans voix sur ce sujet-là, parce que derrière, ça va forcer les communes à réduire leurs investissements. Ça veut dire qu'elles feront moins de travaux sur les routes, elles feront moins de travaux sur un grand nombre de sujets, et derrière, c'est les entreprises qui vont avoir moins de travail et qui vont avoir moins de recettes. Donc ça tue à la fois les communes et leurs projets, l'économie réelle et les entreprises. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on ne votera pas contre, évidemment, parce que vous subissez, comme toutes les collectivités, la hausse de l'énergie, mais de dire que je trouve anormal que le gouvernement ne compense pas, c'est-à-dire qu'il y a eu la hausse du point d'indice, il y a la hausse de l'énergie, tout ça c'est le fruit de décisions politiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions de prise en matière énergétique, que ce soit sur le nucléaire ou sur d'autres sujets, et qui font qu'aujourd'hui on paye les conséquences de ces décisions aussi. Donc voilà, donc je voulais simplement dire ça et expliquer pourquoi on ne voterait pas contre cette hausse des tarifs de l'électricité, parce que tout simplement il s'applique à tout le monde et à la collectivité notamment. Je veux rajouter à ces propos-là un autre point de vue. Bien que je sois concerné comme vous tous avec des sommes qui vont venir amputer notre autofinancement, c'est-à-dire ce qui nous permet de renouveler nos biens et de faire quelque chose, parfois un lotissement, regoudronner un lotissement. Mais mon point de vue, c'est que c'est pas nous qui aurions dû passer en priorité. Pour moi, ce sont les entreprises.
Parce que les entreprises, vous avez vu avec quelques achats groupés, puisque notre département s'est associé au département de l'Aude et de l'Hérault pour avoir des prix conséquents avec un gros marché. Alors ces prix, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est le gaz multiplié par 4 et l'électricité multipliée par 2,4, par 2,39. Voilà. Mais les entreprises, pour une grande part, c'est 5 multiplié par 5. Donc je pense que si un effort avec l'argent de nous tous, c'est quand même l'argent de l'État, c'est le nôtre, hein, ce sont nos impôts. Moi je souhaite qu'on aide en priorité les entreprises, puis après les particuliers comme les communes. Mais les entreprises, je les mets en premier parce qu'on en a double sanction. Si certaines ferment, elles mettront des gens au chômage. Nous, les collectivités, on a l'impôt, rien ne vous a échappé. Par exemple, je connais les impôts, la partie de Beaucaire, de Fourques ou d'ailleurs. On a vu qu'on pouvait jouer sur la taxe foncière. On ne peut plus jouer sur la taxe d'habitation puisqu'elle n'existe plus, mais la taxe foncière, vous avez vu que déjà toutes les grandes villes de France se sont servies de ça pour avoir de nouvelles recettes, pour faire face bien sûr à l'inflation. Et alors ensuite, alors là je rejoins parfaitement monsieur le maire de Beaucaire en disant, quand l'État nous dit, écoutez, je vous supprime l'impôt de la taxe d'habitation, mais je vais vous le rembourser au centime près. Très vrai, on a eu ça il y a 20 ans avec la taxe professionnelle, on sait comment ça fonctionne. Simplement, quand il n'y a pas d'inflation, le temps est long. Mais quand vous avez 10% d'inflation, là ça change complètement la donne. Voilà. Donc notre imposition, il m'étonnerait que l'État rajoute 10% aux sommes qu'il nous doit, puisqu'en général, il rembourse l'année où la loi se met en place. Voilà. Et au bout de 10 ans, si vous avez 10% d'inflation, ben la recette, elle n'existe plus, quoi, pratiquement. Voilà, c'est-à-dire la recette venant de l'État en compensation, elle n'existera plus. Voilà, donc ça c'est... Voilà, je veux surtout voilà, donc je plaide pas pour ma paroisse, je plaide d'abord pour nos entreprises qui fournissent du travail et comme le disait notre président tout à l'heure, qui sont à la source de nos revenus. Hein. Si on n'a pas d'entreprise dans nos pays, ce sont nos principaux revenus. Voilà, donc c'était simplement une orientation un peu décalée. Monsieur Donada. Oui, moi je voudrais rajouter en complément de ce qu'a dit Gilles Dumas, je suis entièrement d'accord avec lui. Hier soir, il y a eu une émission très intéressante sur TF1, je crois, où la problématique de la surcoût de l'énergie amène les entreprises à mettre les ouvriers au chômage très très régulièrement. Bon, ça c'est un fait. Mais en fait, la facture de l'énergie, c'est un faux problème, parce que nous sommes dans le il faut aller au bout de la chose. Nous sommes dans le marché européen de l'énergie. On peut en sortir, quoi qu'en dise le président de la République. L'Espagne l'a fait, le Portugal l'a fait, et ils s'en portent très très bien. Si on veut, je veux dire, pas tout supprimer, mais supprimer une bonne partie de la hausse, sortons du marché européen d'énergie. Bon, bah, alors il faudrait que tout le monde se mobilise pour faire essayer d'entendre raison au président Macron. Voilà, c'était juste un petit point d'ajout. Bon, pour revenir à la délibération, pour revenir à la délibération, bon, merci pour votre vote pour cette délibération, mais l'inflation, la délibération d'avant, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est un coût, hein, c'est pour ça qu'on fait la hausse des tarifs, c'est pas pour le plaisir d'augmenter les tarifs des ports, hein, donc c'est parce que malheureusement, on a un coût. Alors, j'allais dire, c'est dommage que j'ai pas été retenu à la présidence d'EDF. C'est dommage. C'est dommage, mais je crois que les communes et l'impact aujourd'hui, si on fait l'impact en valeur absolue de ce que va nous coûter l'énergie l'année prochaine, je l'ai dit dans mon intervention, c'est pas catastrophique, c'est super catastrophique. C'est super catastrophique. Je pense qu'aujourd'hui, les communes, en fait, moi j'ai été dans les premiers à renouveler mon marché. C'est-à-dire que j'ai renouvelé mon marché en septembre. Donc c'est pour ça que je me suis aperçu, dans les premiers, pas le seul, mais dans les premiers, du coup que ça allait provoquer sur notre budget communal et sur notre budget communautaire. Alors, j'ai pas beaucoup de peur sur le budget communautaire. Vraiment, n'ayez pas peur. Sur la communauté commune, on n'a pas beaucoup de bâtiments. On a l'éclairage public, mais c'est un nouveau tarif, c'est pas un tarif, c'est pas le même.
et en plus on est tout en LED, etc., franchement, pas de problème. On assumera sans aucun problème. Par contre, sur ma commune, moi je prends plus de 600 000 € en fonctionnement. Alors, je veux dire, je vais passer, on va se démerder, on va passer. Mais les autres communes, alors j'entends bouclier tarifaire sur 20 ou 22 000 communes, ils vont revenir au bouclier tarifaire. Enfin, ils vont rester au bouclier tarifaire parce qu'ils doivent sortir. Donc ils vont rester au bouclier tarifaire, mais c'est quand même plus 15% l'année prochaine. Au passage, moi je pense aux particuliers. Les particuliers, c'est 15%. Alors, celui qui gagne bien sa vie, ça va. Mais celui qui est juste à la fin du mois, il faudra retrouver 15%. Alors, il y a les chèques, il y a les chèques, j'allais dire parce qu'il y a les chèques cadeaux. J'exagère un peu. Il y a la distribution de chèques, chèques alimentaires, chèques machin, etc. On va y arriver. On paye aujourd'hui le fruit aussi de nos contradictions. C'est-à-dire qu'on veut tout de l'État, on veut toujours tout de l'État, et on veut que l'État s'occupe de tout, mais que le moins payé possible. C'est comme ça. Après, tout d'un coup, peu importe. Mais en tout cas, pour nous, pour les collectivités, j'attends ce fameux bouclier tarifaire, cet amortisseur, ils appelleraient ça. On est passé du bouclier à l'amortisseur. Compliqué l'amortisseur, parce que les amortisseurs de ma voiture, elles sont pourries. Donc, par exemple, c'est compliqué. Quand tu as un bouclier, normalement, tu risques rien. Amortisseur, pas sûr. Ça dépend le trou que tu prends. Si tu prends un trou, un bon trou, tu es mort. Donc, cet amortisseur, il n'est pas encore aujourd'hui calibré. Parce qu'ils doivent jauger, ils appellent ça le taux à Rennes. C'est scientifique, hein, il faut être sorti de... Il faut faire Polytechnique, l'ENA, et je crois que même il faut être projeté dans les étoiles pour essayer de comprendre. En fait, c'est le taux à Rennes, c'est-à-dire le taux d'énergie nucléaire qui va être disponible pour nous, entre guillemets, dans nos contrats. Le taux à Rennes. En fonction du taux à Rennes, ils vont définir un un prix au kilo mégawatt, en centaines d'euros, et ils ne l'ont pas défini encore. Donc aujourd'hui, on est passé quasiment de... Allez, on est passé de 200 en moyenne à 400, voire 600 € le mégawatt. 600 € le mégawatt pour les collectivités. Parce que pour les entreprises, c'est encore plus terrible. C'est plus terrible. Mais ça dépend, le plancher, ça dépend où ils le mettent, l'État. S'ils le mettent à 200 €, ça veut dire qu'au-dessus de 200 €, ils compenseront la moitié. Et ils nous ont dit, enfin, le conseiller m'a dit, du gouvernement, que sur notre facture d'électricité, ils allont nous prendre un petit peu. Et pour l'instant, il n'y a rien de décidé quand même. Mais s'ils mettent 380 et qu'on paye 400, donc ça veut dire qu'ils vont nous prendre quoi? La moitié de 20? Pas grande cause, quoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi j'ai fait des simulations, dans le meilleur des cas, sur la commune de Bellegarde, ils nous prendraient 100 000 €. C'est-à-dire, au lieu de faire plus 600, je ferai plus 500. Dans le meilleur des cas. Aujourd'hui. Alors, je n'ai pas les chiffres encore, c'est pas sorti, il n'y a pas de décret, il n'y a rien, donc il n'y a que des intentions. Et tant que rien n'est figé, oui, on a raison d'être inquiet. On a raison d'être inquiet. Et notamment d'être inquiet sur nos budgets. Avant d'investir, il faut fonctionner. Moi, ce que je veux, c'est payer ma facture d'électricité. Hein. Moi, je ne veux pas me considérer et faire un appel au CCAS, où je vois qu'aujourd'hui, là, j'ai découvert un tableau, tu n'as pas vu ça, un tableau par département. Il y a des communes qui vont toucher, parce qu'ils sont déjà dans le rouge, quoi. Ils sont déjà dans le rouge, même sans l'électricité. Ils sont déjà dans le rouge, et dans nos communes, dans nos départements, il y a, je ne sais plus combien, c'est énorme, 600 ou 700 000 € qui est distribué déjà là, sur une trentaine de collectivités. Une trentaine de collectivités qui sont déjà dans le rouge, je ne parle même pas d'électricité. Pas encore. Parce que l'électricité, pour la plupart d'entre nous dans le département, c'est à partir du 1er janvier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez comme vous payez jusqu'à présent, jusqu'à la fin de l'année, vous allez payer. Moi, depuis le 1er octobre, à Bellegarde, on paye le nouveau tarif. Donc on va le voir là, j'ai mis en place des bornes et des tableaux de suivi de consommation par bâtiment. On va voir ce que ça va donner, pour voir combien déjà on va passer ce trimestre, qu'est-ce qui va nous coûter ce trimestre. Mais vous voyez, et nous, là, pendant ce trimestre, on aura 0. Si on a, c'est à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier. Donc voilà, c'est inquiétant. Je l'ai dit à beaucoup de monde. On l'a tous dit au niveau des maires. C'est un élément important aujourd'hui de nos collectivités. Alors, à des charges, faites attention.
Moi, l'impôt, je suis toujours très réticent. Pourquoi? Parce que dans nos territoires, il faut que le revenu fiscal est meilleur que chez nous. Mais dans nos communes, le revenu fiscal de référence, c'est-à-dire ce que touchent les gens, c'est pas beaucoup. On est dans les plus pauvres. On est dans les plus pauvres. Alors je dis, c'est bien de dire on va augmenter, mais l'année dernière, c'est-à-dire cette année en 2022, ils ont pris 6% d'augmentation, enfin 6%, 5,4 ou 5,3 d'augmentation des valeurs locatives. C'est un truc pataquès, les gens ne comprennent rien. Sauf que ce qu'ils comprennent, c'est que sans augmenter la taxe foncière, ils ont pris 5,6 ou 5,4. Sans toucher. Et puis les communes qui ont touché. Donc ils ont pris encore plus. Moi je suis très réticent là-dessus parce que je sais et je sens, je connais mes concitoyens, je partage leur quotidien et je dis que c'est difficile. Faisons attention. On ne peut pas toujours l'impôt. L'impôt, il n'a de réalité que ceux qui peuvent payer. Moi, quand on augmente de 10% les impôts sur des revenus fiscaux de référence de 20 000, 25 000, 30 000, bon, c'est sûr, ils auront un peu moins de restaurants, un peu moins de trucs. Mais chez nous, il est à combien chez nous? Il est à 14 000, 15 000, dans les bonnes années. Donc c'est pas beaucoup, 15 000. Et 15 000, c'est quoi? Divisé par 12. Vous savez, 15 000 divisé par 12. C'est quoi? 1200 euros? 1200 euros. 1200 euros, loyer, essence, chauffage, électricité, téléphonie, assurance, mutuelle. Je ne parle pas de bouffe. Ça, c'est... Et je ne parle pas de Netflix, je ne parle pas de Bein, je ne parle de rien. Vous vous rendez compte? Donc ces gens-là, quand ils ont une plus-value de 300 euros, quand la machine à laver le pète, parce qu'il faut la remplacer, mais c'est énorme pour eux. Il y a des gens qui font des crédits à la conso, et c'est encore pire. Des crédits à la conso, et encore on part dans la galère. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, au lieu de terminer le mois avec moins 10 le 28, ils termineront avec moins 10 le 21. Donc c'est pour ça que l'impôt, moi, il faut faire attention. Et c'est bien que dans nos territoires, il faut le dire, parce que les gens ne se rendent pas compte. On n'a pas de taxe GEMAPI. On n'a pas de taxe foncière sur la valeur ajoutée. Enfin, on n'a pas de taxe foncière CCBTA. Zéro. Faisons attention. Alors que tout à l'heure, quand on parlait de la clean tech, moi, notre objectif, c'est les entreprises et notamment l'industrie. Et bien sûr les petits artisans, bien sûr les commerçants, je vois les boulangers aussi, quand ils ont des factures d'électricité, des factures de gaz, ils vont souffrir. Mais il va y avoir des amortisseurs, comme ils disent. Mais 15% sur des gens qui sont déjà en difficulté d'augmentation, 15%, ben c'est catastrophique. Je dis, à Bellegarde, on va assumer, on va le faire, il n'y a pas de problème, ça tiendra, pas de souci. On gère, bon, on va y arriver. Mais dans d'autres communes, ils ne vont pas y arriver. Il y a des gens qui n'y arrivent pas aujourd'hui. Donc voilà, bon, je pense que l'État va le mettre, le gouvernement va le mettre en place. Il a annoncé, moi il m'a répondu, Macron il m'a répondu, il m'a fait une réponse, il a dit qu'il mettait tout en place, etc. Pour l'instant aujourd'hui on ne voit pas. Pour l'instant aujourd'hui on n'a rien. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est pour ça que au congrès des maires notamment, j'ai dit, moi je suis à la rue, déjà, enfin je suis à la rue, je ne suis pas à la rue, mais moi je paye déjà. Les autres ils vont commencer à payer à partir du 1er janvier. N'attendons pas juin de l'année prochaine. N'attendons pas juin de l'année prochaine pour annoncer des amortisseurs, quels qu'ils soient. Annonçons-le de suite. D'abord, parce que le moral de nos concitoyens est morflé. Si nous, on n'a pas le moral, et si nous, on n'investit pas, que ça s'arrête de travailler, qu'on arrête, les entreprises, là aussi, qu'ils annoncent rapidement, parce que sinon, et qu'ils mettent en place, ils sont en train de le faire, mais ils vont... Alors le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est des ressources qui rentrent pour l'État. Et en même temps, c'est des ressources qui vont redistribuer. Donc, moi, je dis aujourd'hui, attention, on est dans une situation difficile. Les collectivités, on ne pourra pas tout assumer. Les citoyens ne pourront pas tout assumer. Les citoyens ne pourront pas tout assumer. Et un jour ou l'autre, ben, l'impôt, ça va être... C'est déjà trop important, mais on dit toujours, moi je dis toujours, tant que j'en paye, c'est que j'en ai. Tant que j'en paye, c'est que j'en ai. Mais un jour ou l'autre, nos concitoyens ne pourront plus payer les impôts. Et si on ne peut plus payer l'impôt, il y a tout qui s'arrête. Hein. Plus de services, là on ne se posera pas la question de 6% sur l'amarrage du port. Le port, ce n'est pas l'absolue nécessité.
Vous savez, à un moment donné, pendant la crise du Covid, on disait, c'était quoi? C'était les activités essentielles qu'on disait? Un truc comme ça. Donc faisons attention que les activités essentielles ou non essentielles, ça ne redevienne pas aujourd'hui une mesure d'accompagnement de la vie de nos concitoyens. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut être prudent. Nous, à la communauté de communes, je vous rassure, franchement, il n'y a pas de problème, on va assumer, même avec une nouvelle tarification, on va y arriver. Ouais, franchement, alors, j'entends ici ou là encore des gens, il faut éteindre. Ils n'ont pas compris que pour éteindre, en fait, ça va nous coûter plus cher que si on n'éteint pas, notamment notre éclairage public en LED. On diminue beaucoup déjà en intensité. Les gens se plaignent déjà qu'on n'y voit pas, certains. Donc on ne va pas éteindre les quartiers. On va pas, nous, en tout cas, c'est pas notre, c'est pas l'équilibre financier de notre territoire. Nous, on est en délégation de service public, enfin en partenariat public-privé, excusez-moi, et on a tout en LED. Alors que beaucoup de communes, c'est les communes qui payent encore l'éclairage public. C'est elles qui payent la facture de l'éclairage public, et eux, elles ne sont pas en LED, elles sont encore avec des lampes à iodure sodium, là, je sais pas quoi, là, où ça consomme un max, voir les halogènes partout, parce qu'il fallait éclairer. Donc voilà. Mais c'est vrai que, en tout cas, il faut qu'on soit vigilant, je le dis même financièrement, hein, parce que l'autre jour, on parlait des emprunts. Les emprunts, pareil. Vous vous rendez compte qu'il y a un moment, là, en ce moment, les banques ne veulent plus faire d'emprunts à taux fixe. Ils veulent revenir au taux variable sur le taux de l'Euribor. Alors j'ai dit, écoute, tu vas te démerder, moi c'est démerder. Hein. On ne va pas faire d'emprunt cette année. On va attendre. Parce qu'en général, on fait, pour nos investissements, on a des capacités encore financières à la communauté de communes. Donc on fait des emprunts parce que quand les emprunts ils étaient à 1 euro, enfin à 1%, je veux dire, si tu ne fais pas d'emprunt, c'est que vraiment tu es idiot. Ça coûte moins cher de faire un emprunt que de faire de l'autofinancement. Donc, et puis en plus, ça te garde une marge de manœuvre que si jamais un jour tu as un coup dur, tu peux assurer. Mais là, si on nous fait pas des propositions à taux fixe, on ne fera pas d'emprunt, je le dis, parce que maintenant, ils veulent tout faire en euro bio, avec des taux variables. Bon, je lis ici ou là que ça va revenir. Ça va revenir. Comme on en fera moins, ça va revenir. Mais ils seront plus hauts. Ah, c'est sûr, ils seront plus hauts, mais ça va revenir. Voilà, donc c'est pour ça que la situation, elle est difficile, elle est tendue et compliquée, mais il ne faut pas qu'on rajoute la crise à la crise. Voilà, il faut qu'on soit vigilant, mais j'espère vraiment que rapidement, on aura ces formules et ces décrets d'application sur l'amortisseur énergétique notamment, parce que c'est une urgence absolue pour nos collectivités. Absolue. Je voudrais gratifier les élus du mandat précédent et des mandats précédents qui avaient fait le choix de faire un PPP pour l'éclairage public. Je vais remercier notre directeur aussi d'avoir influencé nos choix à l'époque et d'avoir passé en LED. La ville d'Arles, par exemple, ou l'agglo d'Arles n'ont pas passé l'éclairage public en bien commun. Ils vont devoir emprunter, comme disait notre président en ce moment, l'argent devient un peu plus compliqué et il ne faudrait pas refaire ce que des grandes villes comme Saint-Étienne, Arles encore, Nîmes et bien d'autres en France, quand ils ont emprunté en ayant des taux qui étaient sur le franc suisse. C'était ça la grande erreur. Et alors que nous, dans nos petites communes, on ne peut pas trop la faire parce qu'on n'a pas des gens capables de suivre de telles opérations. Tandis que dans les grandes villes, alors qu'ils ont les gens les plus performants, c'est eux qui ont fait la connerie. Hein. Ça s'appelle des conneries, ça. Hein. Dans les villages ruraux, on ne fait pas ce genre de conneries en général. On fait très attention. Voilà, donc je vous remercie d'avoir passé l'éclairage public en LED. C'est fait. C'est fait, ce qui nous a diminué la facture exactement de 29%, même si vous lisez dans les journaux, en général c'est 30%, donc on y est. Et la deuxième, c'était que moi je ne me promène pas tous les jours la nuit, je ne savais pas, mais ça fait plusieurs nuits où je me lève à 4 heures du matin, pour voir si c'est vrai ce qu'on m'a dit à la communauté. Je voulais savoir si notre directeur était crédible. Eh bien effectivement, au cœur de la nuit, de 22 heures à 5 heures du matin, notre intensité d'éclairage diminue. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai, je me suis levé 2 fois à 4 heures du matin pour aller faire un tour de four. Mais c'est vrai, voilà. Donc en gros, ça veut dire qu'on avait pris les bonnes décisions en temps voulu et qu'aujourd'hui,
Par exemple, si on voulait éteindre complètement un éclairage sur deux, par exemple, si le prix double, on éteint un sur deux, moi je fais des calculs très simples. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça, parce que l'appareillage qu'il faut mettre sur nos poteaux coûterait plus cher que... Voilà. Donc, on a quand même pris des mesures. Si par contre, si un deuxième congrès de Vienne, à l'époque c'était sur l'énergie du pétrole, venait à multiplier dans une seule nuit par 4 encore le prix de l'électricité qui a déjà été multiplié par 5, là peut-être qu'il faudrait éteindre. Peut-être qu'il faudrait éteindre. Mais là, on posera pas de trucs pour régler, là. Allez, donc cette question, je reviens sur la question 14, hein, c'est la question de la tarification de l'électricité concernant les portes plaisantes de 2023. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on l'adopte. Ensuite, vous avez les tarifs de l'Office de tourisme. Je pense qu'il y avait des tarifs qui étaient en pièce annexe. Hein. Donc, à moins que vous vouliez intervenir sur des tarifs particuliers. Voilà. Myriam? Oui, non, on n'a rien changé au niveau des tarifs. Il y a des nouveautés, c'est juste l'accompagnement par une guide conférencière pour des visites rapides. C'est de nouveaux tarifs. Et on a même baissé les formations pour les professionnels, si vous voulez venir individuellement. Donc on a baissé ces tarifs. Et j'en profite pour remercier aussi l'équipe de l'Office de tourisme, Valérie Parère, Pierre, Patrick, Marion, Sophie, Jackie, Séverine, Alicia et les deux petites Manon, enfin toute l'équipe qui ont fait un bon travail encore cette année. Vous savez qu'il y a eu des absences à l'Office de tourisme, mais tout a bien fonctionné, donc je tenais quand même à les remercier pour leur travail pour cette saison. Très bien. Alors concernant cette tarification, s'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition, qui s'abstient? D'accord, donc approuvé. Ensuite, la question 16, c'est l'intégration d'une nouvelle copropriété dans le cadre de la convention que nous avons avec l'opération programmée de l'habitat, de l'amélioration de l'habitat du renouvellement urbain. Donc ça concerne, je crois, la ville de Beaucaire. Hein. C'est une copropriété qui vous a été notifiée. Voilà. C'est pas un gros changement. Simplement pour ma gouverne, pour apprendre, on apprend tout le temps. Le fait qu'un des copropriétaires n'ait pas donné les documents nécessaires à l'établissement de la copropriété, ça a une influence sur le classement ou pas? De quoi? La copropriété n'a pas été constituée puisque un des copropriétaires n'a pas donné les documents nécessaires. Ouais. Mais ça n'a pas d'influence là-dessus. Je m'interrogeais. Non. Oui. Dans les copropriétés, c'est vraiment un problème. Donc, on a plusieurs dispositifs dans le cadre de l'OPRU. Hein. Donc, et notamment, on finance même la mise en place, administrative, les documents d'arpentage et compagnie au niveau de l'OPRU. Et là, c'était une copropriété qui allait avancer. Juste, oui, ça n'a pas d'influence parce que comme c'est une aide que la CCBTA apporte et c'est un accompagnement supplémentaire qu'on apporte, ça n'enlève pas un droit. Ça vient apporter un droit supplémentaire, donc il n'y a pas besoin de consulter les copropriétaires. C'est un plus que la communauté de communes fait sur cette propriété. Elle l'inclut dans le périmètre, en gros. Exactement, on l'inclut pour pouvoir réaliser, pour pouvoir financer cette opération de réhabilitation de la copropriété. Donc c'est 1 rue Victor Hugo et l'angle de la rue Danton, à Beaucaire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres observations là-dessus? S'il n'y en a pas, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. Ensuite, c'est une délibération, la 17, concernant la création d'un poste. C'est un poste de technicien territorial. C'est pour l'avancement d'un agent qui a réussi le concours. Donc voilà, c'était pour le nommer. Pour pouvoir le nommer, il faut créer le poste, bien sûr. Et ensuite, on supprimera son poste à lui. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Pas d'observation. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. La 18, c'est l'attribution du marché de transport de déchets issus des déchetteries et du balayage urbain. Donc il y a eu un appel d'offres qui a été réalisé. Aujourd'hui, c'était des marchés qui étaient portés par, je crois, l'entreprise. Alors c'était Veolia, mais maintenant c'était Nicolin qui avait repris Veolia. Et celui qui a fait l'offre la mieux disante et la meilleure, c'est la société Pasini sur les 2 lots. Donc du coup, je vous propose bien sûr de retenir la société Pasini pour les 2 lots.
Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition, qui s'abstient? Donc on adopte. Ensuite, c'est l'avenant numéro 1 sur le marché de travaux, les travaux d'aménagement de la véloroute Viarona entre Beaucaire et Fourques, qu'on en a parlé tout à l'heure, avec un avenant en moins-value de 250 382,04 TTC. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Oui. Là, on voit un avenant à moins-value, mais dans une prochaine délibération, j'en proposerai un à plus-value, mais moins cher quand même. Moins cher. Il se trouve que les associations de cyclotouristes demandent toujours, pour que la pratique du cyclotourisme soit facilitante, qu'on ait des panneaux qui indiquent à l'avance dans nos villes quels sont les épiciers, les restaurants, etc. Une information pour qu'avant d'arriver sur place, parce que comme ils ont des vélos maintenant électriques, ils vont tellement vite qu'il leur faut une information à l'avance. Et il leur faut deux choses. Il leur faut plusieurs choses. De l'ombre l'été, quand ils s'arrêtent pour manger, il leur faut de l'ombre, si possible un banc, et il leur faut aussi des water. Voilà, donc moi, la prochaine fois, je vous ferai une demande sur les water qui accompagnent, exactement comme sur les ports aussi, il faut des water. Mais là, les cyclotouristes en ont besoin. Une dernière information, j'ai participé au nom de la communauté de communes à une réunion qui faisait le bilan des déplacements avec la région. Donc il ressort que la région continue à financer les déplacements routiers pour nos élèves. Voilà, donc c'est bien, toutes les régions de France ne le font pas. Voilà, ils sont très attentifs au parcours nécessaire pour prendre tout le monde. Ensuite, sur les trains, vous avez vu que maintenant la rive droite du Rhône est desservie, que Beaucaire aura davantage de haltes, etc. Donc il y a un effort. Et sur le cyclotourisme, je suis intervenu en disant, vous venez de faire avec l'Europe, avec les départements, avec un certain nombre d'efforts pour faire les grandes voies cyclotouristes. Mais demain, si on veut garder une avance, demain, ce n'est pas les cyclotouristes qu'il faut uniquement servir. Ce sont nos usagers cyclistes qui, pour aujourd'hui, se rendent d'un point à un autre. On fait 10 km en vélo. Quand je dis aujourd'hui, c'est demain, hein, en réalité. Je suis déjà dans les années qui vont venir. Faire 10 km pour se rendre à son travail avec des vélos assistés, c'est rien du tout. Ce qu'il va nous falloir faire d'une ville à l'autre, je pense, voilà, c'est de faire des liaisons, non plus pour les touristes, mais pour les usagers que sont nos concitoyens. Voilà. Donc je leur ai dit, voilà, il faut que la politique de la région s'infléchisse vers ce genre de déplacement. Il y en aura de plus en plus. On se déplacera facilement. Je vous dis, jusqu'à 10 km, ce n'est pas un problème. 2 km, 5 km pour aller au travail, pour aller au commerce. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé d'ouvrir cette porte-là. Alors, qui, pour cette délibération, cet avenant, qui est contre cet avenant? Qui s'abstient? Donc on adopte. Ne partez pas, vous voyez qu'il y a des documents qui circulent, il y a tous les documents budgétaires, et il y a la feuille aussi, je crois, de présence officielle avec l'ordre du jour, c'est ça? À signer, donc ça arrive. Je vous demande d'être... voilà, de ne pas sauter. Et sinon, on a fini le conseil. Hein. Oui, Madame Fougas.